Bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. Édition spéciale sur notre antenne consacrée à cette chasse à l'homme engagée depuis minuit dans la commune du Lardin-Saint-Lazare en Dordogne. Un homme lourdement armé, ancien militaire considéré comme dangereux, qui a tiré à plusieurs reprises sur des gendarmes et sur un hélicoptère après s'en être pris au nouveau compagnon de son ex-femme, est activement recherché. 200 gendarmes, plusieurs hélicoptères, des équipes cynophiles sont à ses trousses. Le suspect est localisé dans une zone de moins de 4 km² dans la forêt. Les habitants aux alentours sont eux confinés. Nous suivons bien sûr l'évolution de la situation avec toutes nos équipes sur place et nos invités, Fanny. Justement, on prend la direction du Lardin-Saint-Lazare en Dordogne pour vous retrouver Vincent Hénin. Vous êtes sur place pour BFM TV. Quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez ? Malheureusement, la traque continue. Pas de nouveauté à ce point-là. En tout cas, la zone de recherche, vous l'avez dit, se concentre désormais sur une superficie d'environ 4 km². Beaucoup de moyens sont déployés sur cette zone, essentiellement des gendarmes du GIGN. Une zone difficile d'accès, comme l'a confirmé il y a quelques minutes le préfet de Dordogne, Frédéric Périssat. Je vous propose de l'écouter au micro de Grégory Udron. C'est une zone qui est accidentée, qui est boisée, donc qui nécessite l'emploi de tous les moyens qui sont déployés, c'est-à-dire à la fois héliportés, à la fois terrestres et par des véhicules. Nous avons des renforts d'équipes cynophiles pour là encore multiplier nos chances de localiser encore plus précisément l'individu pour, je le répète, obtenir son interpellation dans les moyens les plus sécurisés possibles. Donc une intervention très technique, difficile parce que cette zone est boissée. On a pu s'en rendre compte nous-mêmes en allant aux abords. Il y a beaucoup de relief. Donc pour les équipes de gendarmerie, c'est quand même très difficile d'accès, d'autant qu'on sait que l'individu est déterminé. Il a tiré à plusieurs reprises en direction des forces de l'ordre depuis le début de sa fuite dans le milieu de la nuit. Il est armé notamment d'une arme de chasse, un fusil de gros calibre, et il n'a donc pas hésité à tirer, notamment lors de ces dernières heures, lorsque les gendarmes ont tenté d'entrer en contact avec lui. L'une des préoccupations des gendarmes, c'est que ce forcené reste dans la zone des 4 km² qui a été identifiée, une zone très difficile à cerner parce que ici, la forêt s'étend sur des hectares et des hectares. Il n'est pas exclu qu'il puisse sortir de cette zone. C'est la raison pour laquelle, notamment, le préfet a demandé à la population de rester confinée dans le village. Il n'est pas exclu donc qu'il puisse à nouveau ressurgir dans ce village, même si pour l'instant il n'a jamais fait feu sur des civils, même s'il semblerait qu'il ait réussi à en mettre en joue à certains à plusieurs reprises. Mais on ne sait pas en tout cas s'il dispose encore de munitions à cette heure-ci. En tout cas, donc les gendarmes appellent à la plus grande vigilance et restent fortement mobilisés. Plus de 220 gendarmes déjà sur place, et des renforts sont encore attendus dans le courant de la journée. Merci beaucoup Vincent Hénin, vous restez avec nous, on va vous retrouver bien sûr tout au long de l'après-midi et n'hésitez pas à revenir vers vous évidemment si la situation évolue. Un chiffre et une information qui nous parvient à l'instant concernant le nombre de personnes, de militaires qui sont mobilisés. 306 militaires de la gendarmerie sont désormais mobilisés pour ces opérations de recherche. Avec nous en plateau, Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV, Guillaume Fard, consultant sécurité. Bonjour messieurs, et François Daoust, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien directeur de l'IRCGN, Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, ancien commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur de sciences criminelles à l'université Cergy Paris. Je vais commencer par vous. On a ici le profil d'un homme qui, semble-t-il, est déterminé, dangereux, ancien militaire, qui a tiré à plusieurs reprises sur les gendarmes, également sur un hélicoptère. La tâche est compliquée là, pour les gendarmes sur place. La tâche est très compliquée. Parce que la mission d'abord de la gendarmerie, c'est d'appréhender, de mettre hors danger la population et d'appréhender l'individu qui est dangereux. Et si possible, le but c'est de l'appréhender vivant.
Face à un individu qui a déjà montré toute sa détermination, qui est dangereux, qui a un passé et un passif, on ne peut pas avancer comme ça. Et d'ailleurs, les 2 derniers véhicules blindés du GIGN ont eux aussi reçu des impacts de balles. Donc on voit bien qu'il n'a pas baissé la garde, il est toujours aussi déterminé et l'affaire ne va pas être facile. Tout va reposer sur les négociateurs derrière, s'ils arrivent à rentrer en contact avec lui et accrocher ce dialogue ou pas. Avec nous également en direct Jacques Fonbonne. Bonjour, vous êtes général de la gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans. On l'a dit en introduction, le tireur est actuellement retranché dans cette forêt. Dans un premier temps, dans une zone de 4 km², désormais. Le périmètre est en train de s'affiner, on l'a entendu, des propres mots du préfet. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça veut dire que la personne est encerclée et que les gens du GIGN vont progresser de façon effectivement à resserrer le périmètre, avec la difficulté que vous imaginez face à un homme qui est dangereux parce que lourdement armé, parce que déterminé. C'est-à-dire que chaque fois que vous avancez d'1 mètre en direction de la position où il peut se trouver, vous êtes susceptible d'essuyer un tir. Donc effectivement, la progression va se faire de façon très lente et très prudente. Comment éviter qu'ils sortent justement de ce périmètre ? Je pense que le dispositif est parfaitement encagé, pour parler en termes militaires. C'est-à-dire que les gendarmes sont suffisamment près l'un de l'autre pour que la personne, le fugitif, ne puisse pas passer au travers de cette ligne ou de plusieurs lignes de périmètre. Alors, on va en parler également en plateau. Dominique Rizet, l'objectif dans cette traque et dans cette zone qui se restreint de plus en plus autour du Forcené, c'est de capturer cet homme vivant. Bien sûr, de le capturer vivant. Ça n'a jamais été la mission des forces d'intervention lourdes comme le GIGN, le RAID, la BRI ou d'autres, d'abattre les personnes. Leur rôle, c'est bien de les prendre vivantes pour les mettre à disposition de la justice. Et c'est important de le souligner, vous avez raison. Il y a tout un dispositif gendarmerie qui commence par le maillage autour de ce secteur pour protéger la population, pour empêcher cet homme de sortir. Ça, c'est le bouclage de la forêt. Pour aller le chercher. Donc ça, c'est le boulot du GIGN. Pour observer, pour essayer de le repérer, c'est le boulot des hélicos de la gendarmerie. Et puis il y a aussi une brigade territoriale de gendarmerie. Alors je ne sais plus quelle brigade, je l'avais noté tout à l'heure. La brigade de Sarlat, la brigade de recherche de Sarlat. Et puis la section de recherche de Bordeaux, BR et SR. Là, ce sont des unités qui font du judiciaire. Donc, ceux-là sont déjà au travail, procèdent à des auditions. L'audition de la femme, l'ex-femme de ce monsieur, il a des enfants. L'audition, sans doute aussi, qui doit être menée de ce nouveau compagnon qu'avait cette femme, sur lequel l'homme, le forcené, a tiré au cours de la nuit. Donc, cet homme est entendu, lui aussi, déjà, par la brigade de recherche ou par la section de recherche. Toutes ces recherches qui sont faites pour essayer de savoir de quel type d'arme il disposait. Donc, on commence à avoir une idée assez précise maintenant. Toutes ces recherches qui nous ont permis de savoir qu'il était inscrit, on l'a dit depuis ce matin, au fichier FINADA, donc créé en 2001, ce fichier qui recense toutes les personnes qui ne peuvent plus acquérir une arme parce qu'elles ont un problème psy, parce que le préfet leur interdit, parce qu'elles ont été condamnées, et c'était le cas de cet homme. Tout ça, c'est le boulot de la police judiciaire, sous le contrôle du parquet, avec un procureur qui, lui, va donner des instructions, les informations vont lui revenir, avec juste à côté le préfet, on l'a vu, le préfet qui a parlé plusieurs fois ce matin, qui, lui, Frédéric Périssa, va venir expliquer le contexte administratif. Vous voyez, toutes ces personnes-là travaillent ensemble. Et puis il y a ce que faisait le général Daoust avant de revenir à la vie civile, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire la police scientifique qui est sur place, qui a déjà recueilli les étuis des douilles qui ont été retrouvées, celles qu'il a utilisées pour tirer sur les véhicules de gendarmerie. Tout un travail d'équipe. Et la gendarmerie a cette capacité d'avoir absolument toutes ces forces présentes. La police nationale sait le faire aussi.
ça se passe pas tout à fait de la même façon parce que la police nationale ne peut pas se projeter comme la gendarmerie avec des hélicoptères puisque la police nationale n'a pas d'hélicoptère. La gendarmerie en a une cinquantaine, je crois 47 ou 50. Donc la police nationale, elle, quand elle se déplace, le raid ou s'ils doivent prendre un hélicoptère, prennent des heures de vol des hélicoptères de la sécurité civile. C'est-à-dire que la sécurité civile a ses hélicos et elle a consigne ou obligation de les mettre pour un certain nombre d'heures de vol à disposition de forces qui peuvent être le RAID, peut-être même la BRI, je ne sais pas. Mais voilà, alors que la gendarmerie, elle est totalement autonome dans ses moyens. Et c'est vrai qu'elle est un peu jalousée parce qu'elle a des gros moyens. On va quand même rappeler ce qui a déclenché les faits. Ça s'est passé aux alentours de minuit. Cet homme qui est donc arrivé au domicile de son ancienne compagne, qui s'est trouvé à ce moment-là avec son nouveau compagnon et ses enfants. Il s'en prend au compagnon. Les gendarmes arrivent, l'homme leur tire dessus, il prend la fuite et il va donc ensuite se diriger vers cette forêt qui est à proximité de cette commune de 1700 habitants en Dordogne. Et donc depuis cette nuit, depuis minuit, cette traque qui est lancée pour tenter de le retrouver. On va écouter la maire du village de Lardin-Saint-Lazare qui était sur BFM TV tout à l'heure. Elle s'est retrouvée nez à nez avec l'homme qui est recherché. Elle a longuement raconté ce qu'elle a vécu cette nuit. Écoutez. Il n'y a plus personne dans les rues depuis ce matin. Voilà, aucune vie. On en est vraiment désolé. Donc pour les commerçants, les fleuristes, les boulangers, c'est aujourd'hui la fête des mères. Mais malheureusement, c'est la sécurité de la population avant tout. Pour l'instant, il est très résigné, pas du tout enclin au dialogue et sûrement pas prêt à se rendre. Donc je crois que ça peut malheureusement durer. Bon, j'espère que ça n'excédera pas, ça ne dépassera pas la journée. En tout cas, je fais confiance au GIGN et aux forces de police sur place. C'est un homme dangereux, je le répète. Voilà, je ne sais pas, mais je pense que si la gendarmerie n'était pas intervenue rapidement, ça aurait peut-être pu dégénérer. Les gens comprennent, ils comprennent effectivement pourquoi un tel dispositif. Par contre, on sent maintenant qu'il commence à y avoir une lassitude. Il fait beau, c'est la fête des mères. Il y avait des choses qui étaient prévues, et c'est vrai que les gens, on sort aussi d'un confinement. Pour les commerçants aussi, ça a été compliqué. Donc on sent que les gens comprennent, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, je crois. Voilà pour la situation dans cette petite commune, à peine 1800 habitants dans cette commune de Dordogne. Guillaume Fard, sur le profil de cet homme, on sait qu'il a déjà commis des violences conjugales, il sort de prison, il a un bracelet électronique. Est-ce que sur cet équipement, ce bracelet électronique précisément, il peut aider les forces de l'ordre, notamment pour le localiser là, dans cette traque? Il peut, effectivement. Maintenant, le périmètre est quand même très restreint. On disait que la zone de recherche, c'était 4 km². En fait, c'est surtout une zone d'exclusion. C'est-à-dire, c'est une zone dans laquelle on ne permet pas à quiconque, hormis les militaires de la gendarmerie, dûment équipés pour cela, de pénétrer, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Et en fait, ce périmètre a été resserré. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de doute sur sa localisation. Maintenant, la difficulté, c'est de l'approcher. Et à chaque fois qu'il y a eu des tentatives d'approche, il n'a pas souhaité négocier, il a ouvert le feu. Il a ouvert le feu sur les hélicoptères, sur les véhicules, sur les gendarmes du GIGN. Plus tôt dans la matinée, au petit matin, il avait même ouvert le feu sur des véhicules de gendarmerie. On a vu d'ailleurs les images d'impact de balles sur ces véhicules. Donc c'est un homme qui est particulièrement déterminé et manifestement, tant qu'il aura des munitions, il continuera de faire feu. Les gendarmes ignorent la quantité de munitions qu'il a pu emporter avec lui. Il avait un sac à dos. Manifestement, il y avait des cartouches pour sa carabine à l'intérieur, mais la quantité est encore inconnue. Et donc c'est ça en fait qui complique surtout les opérations. C'est un homme qui est violent, c'est un homme qui est dangereux, c'est un homme qui a un passé militaire. Il a été militaire entre 2011 et 2016 précisément, donc il sait bien évidemment se servir des armes. Par ailleurs, il sait aussi comment fonctionnent les armes de chasse. C'est une arme de chasse qu'il a avec lui et ses tirs sont relativement précis. Donc les gendarmes doivent faire attention en progressant à ne pas bien évidemment être blessés. Nous sommes en direct avec le capitaine Marc Rolland. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes capitaine de gendarmerie et porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. On aperçoit sur ces images à la fois donc ces forêts boisées, escarpées et ces hélicoptères qui sillonnent donc le ciel autour de cette zone de 4 km². L'appui des hélicoptères, qu'est-ce que ça donne? Quel est l'apport dans ce genre de situation?
Eh bien, écoutez, c'est le principe d'occuper la troisième dimension, effectivement, l'espace aérien, qui nous permet d'observer par le haut ce qui se passe en bas, avec cette capacité en termes de remontée du renseignement, le renseignement image, le renseignement son, et également la détection humaine, permettant en temps réel de déposer ci ou là, au besoin et en cas de nécessité, les personnels aguerris pour aborder l'adversaire. Alors, il y a un autre élément également dans toute cette affaire, c'est qu'il faut aussi, de l'autre côté, protéger les populations, d'où cet enjeu. La mairie, la préfecture, tout le monde a relayé ce message de demander aux habitants de rester confinés chez eux. C'est aussi un élément qui est pris très au sérieux, cette protection de la population. Mais écoutez, la mission, elle est plurielle, elle intègre un espace à la fois spatio-temporel, avec bien entendu la protection des populations, ce qui constitue le cœur et l'élément majeur de la mission qui est dévolue aux gendarmes aujourd'hui, mais également cette capacité que nous avons, dans la sphère dans laquelle évoluent les camarades, de déceler et au besoin de neutraliser ce tireur fou qui nous cause tant de soucis. Vous restez avec nous, Marc Rolland. Nous sommes toujours avec Jacques Fonbonne en direct. C'est un homme qui connaît bien le secteur, disait tout à l'heure le préfet et le commandant de gendarmerie du Sud-Ouest. C'est un avantage pour lui par rapport aux gendarmes ? C'est un avantage énorme. Il a plusieurs avantages. Effectivement, la connaissance du terrain. Et puis, comme vous le disiez, c'est indépendamment du fait qu'il soit armé, sans doute dangereusement armé, c'est un ancien militaire. Il y a une composante très importante dans ce genre de situation. C'est le temps, c'est la baisse de morale, la baisse d'agressivité de la personne que l'on recherche. C'est très difficile de rester 24, 48 heures, 72 heures dans un bois. C'est très fatigant. On a faim, on a froid, on a soif. Et quelqu'un qui a été militaire, qui a donc suivi par exemple les stages commando, des entraînements de ce type, a évidemment cet énorme avantage d'avoir déjà vécu des situations équivalentes et d'être en mesure d'y résister ou au moins de s'y être préparé, éventuellement en emportant de l'eau, de la nourriture, des vêtements qui vont lui permettre de tenir dans la durée. Je pense que dans ce genre de traque, c'est un des éléments majeurs. Comme en police judiciaire, d'ailleurs, lorsqu'on va interpeller des personnes, on attend le moment où elles vont être fatiguées, le moment où elles vont être le moins sur le qui-vive, de façon à reprendre en quelque sorte la main sur l'avantage, reprendre l'avantage sur la situation. Alors, Jacques Fonbonne, justement, on parle de tout ce qui est mis en place, un dispositif assez important. Il y a plus de 300 gendarmes, 306 déployés à l'heure actuelle, des hélicoptères, un engin blindé au sol. Il y a aussi des équipes cynophiles. Ces équipes cynophiles, elles sont engagées à quelle fin dans ce type de traque ? Alors, c'est effectivement la traque, c'est-à-dire retrouver la piste au sein de ce périmètre de 4 km que vous décriviez. C'est très grand, 4 km². Si la personne est enterrée, si elle ne bouge pas, elle est très difficile à localiser. Les chiens de piste, ce sont des Saint-Hubert, ce sont des chiens extrêmement performants, vont arriver à le localiser d'une façon très précise. Ensuite, il appartiendra à la force d'assaut, à l'élément d'intervention du GIGN, de faire les quelques mètres qui vont le séparer du fugitif. Merci beaucoup Jacques Fonbonne d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV, de nous avoir apporté toutes ces précisions. Dominique, on sait de quelle arme dispose ce suspect ? Oui, on a une idée, plutôt des armes de chasse ou alors des calibres de chasse. Donc il a une carabine Winchester, un calibre 30-30, qui est une petite carabine de chasse, mais une carabine de chasse avec des balles extrêmement dangereuses, bien évidemment. Qui sont précises à une centaine de mètres, 150 mètres, mais qui sont mortelles bien au-delà, jusqu'à la durée de vie d'une balle de ce type de carabine, c'est 1,5 km, parfois même plus. On avait parlé aussi d'une carabine 22 long rifle, c'est un tout petit calibre, la balle est beaucoup moins dangereuse, mais elle va très très loin aussi. Et puis il a un couteau, ce couteau dont il s'est servi pour crever les pneus de la voiture, ce qu'on a vu tout à l'heure. La dangerosité de ces munitions, non seulement pour les gens du GIGN, les hommes du GIGN qui le cherchent, elle est grande aussi pour les populations tout autour, parce que bien évidemment être dans un périmètre de 4 km², tiré avec une carabine de grande chasse, une carabine de gros calibre de chasse,
celle-là, on l'a dit, elle est un peu moins puissante que ces énormes calibres qu'on utilise à la chasse, mais cette balle peut partir et blesser quelqu'un. Vous avez vu que sur l'affaire du Forcené avant-hier, des balles sont passées dans les appartements. Donc, une balle peut toucher une voiture qui va circuler sur une route à 1,5 km, voire même, pour certaines balles, 2 km. Ce sont des balles perdues. On appelle ça des balles perdues, qui malheureusement ne le sont pas pour tout le monde. Il y a souvent des accidents comme ça, des gens qui passent en voiture à proximité de zones de chasse parfois. Et voilà, on a retrouvé des balles dans des trains qui passaient. Voilà, donc il est bien évident que ces armes, il faut absolument l'empêcher de s'en servir. Pour l'instant, il est visiblement dans un coin et cerné par les gendarmes. Et à un moment, il va falloir que des choses se passent. Et il va bien falloir soit qu'ils se rendent, soit aller le chercher. Alors, j'oubliais... c'est aller le chercher, c'est qu'il tire en fait dès qu'on tente de s'approcher de lui. Alors, bon, lui n'est pas équipé comme les gendarmes du GIGN, qui ont des gilets pare-balles et des gilets lourds, des casques, des visières pare-balles, des boucliers aussi. J'imagine que s'ils décident de s'approcher de lui, ils vont utiliser absolument tout ce matériel, ça n'est pas souhaitable. Il y a aussi des gendarmes ou un métier de la gendarmerie que j'ai oublié de citer. Ce sont les maîtres de chiens. Chez les gendarmes, on ne dit pas maître chien, on dit maître de chiens. Il y a une école de formation des chiens de la gendarmerie qui est à Gramat, dans le Lot. C'est juste à côté, d'ailleurs, puisque je crois qu'on a là la brigade de recherche, là. C'est Sarlat, mais c'est tout près. Gramat, c'est à côté. Et c'est là-bas que sont formés les chiens de la gendarmerie. Alors, des chiens de défense ou d'attaque. Ce sont les chiens dont dispose le GIGN. Des chiens de recherche d'explosifs. Des chiens de recherche de produits stupéfiants. Donc, les chiens de recherche de stupéfiants, c'est des chiens qui aboient quand ils détectent de la drogue dans un sac. Les chiens d'explosifs n'aboient pas, parce que l'aboiement peut déclencher l'explosif. Donc le chien d'explosif, il est formé, il se couche, il se baisse, il n'aboie pas. Et là, c'est vrai que dans cette forêt, les gendarmes pourraient très bien décider de lâcher 4 ou 5 malinois ou des bergers allemands, ce sont les chiens dont ils disposent, pour aller au contact de cet homme. Tous les moyens sont mis en œuvre pour capturer cet individu en vie. On le disait, capitaine Marc Rolland, il y a aussi ce risque qui a été pointé du doigt par les autorités, celui du suicide by cops, qui en français veut dire donc suicide par policier. Il semble que cet individu, voudrait mourir en tirant sur les gendarmes. Est-ce que ça arrive souvent ? Écoutez, ce n'est pas un contexte très habituel. Néanmoins, on ne peut pas écarter le fait que cet homme, par désespoir, acculé, à bout de souffle, à bout de ressources, puisse, par baroud d'honneur, par fierté mal placée, effectivement provoquer un tir de riposte au titre de la légitime défense de mes camarades pour se suicider, tout simplement peut-être parce que tout seul, il n'aurait pas le courage. Merci beaucoup Marc Rolland. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Nous continuons bien sûr à suivre cette traque qui se poursuit donc en Dordogne, dans ce village, cette commune du Lardin, Saint-Lazare. Un homme lourdement armé, ancien militaire, considéré comme dangereux, qui a tiré à plusieurs reprises sur des gendarmes et qui est donc activement recherché. Il se trouve dans une forêt, dans un périmètre de moins de 4 km². 200 gendarmes, plus de 300 maintenant militaires sont à sa recherche, ainsi que 4 hélicoptères. Des équipes cynophiles également sont engagées. On en parle bien sûr. Édition spéciale sur BFM TV. À tout de suite. Dinvan, l'esprit libre. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. I'll walk 500 miles and I'll walk 500 miles. 2G, 3G, 4G et maintenant 5G Bouygues Télécom. Depuis 25 ans, nous déployons les réseaux qui font vivre vos relations. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Avec l'appli Ada, je loue sans contact tout près de chez moi, de jour comme de nuit. Et la clé, c'est l'appli. Téléchargez l'appli Ada, louez et partez en toute sécurité. Bouh!
Tu m'as fait peur. Bah alors c'est quoi ce travail? Je prépare une bonne tarte avec une pâte Marie. La pâte de mamie est croustille. Oui, comme Marie. Et elle l'a fait avec du beurre. Ah, pas comme Marie. Parce que Marie, elle met du beurre pâtissier. Ah bon? Goûtez. Maman, tu es la reine des tartes. Comme Marie. Marie, c'est déjà fait et très bien fait. Et toutes nos pâtes à tarte et toutes nos quiches sont 0% huile de palme. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Y'all don't hear me. 6 piston, tiptoe kiss 'em, cat call kittens, whole milk licking, see my vision, rainbow smitten, nobody safe, nobody, you and you and you and you can be my lover, 'cause love looks better in color, love looks better in color. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Juke, le crossover coupé équipé des technologies Nissan Connect. En ce moment, chez Nissan, aventurez-vous du côté obscur avec les séries limitées Micra et Juke Enigma. Rendez-vous sur nissan.fr. En ce moment, plus que jamais, les vraies rencontres n'attendent que vous. Vous et ceux qui vous sont chers. Vous et vos passions parfois surprenantes. Vous et votre nouveau départ. Vous qui portez les marques de votre histoire. Vous qui passez des journées parfois sans fin. Aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est d'être vous-même. Pour de vraies rencontres, Badoo, osez être vous. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 55 ans et je vais attaquer aujourd'hui le programme Comme j'aime. Ça, c'était moi il y a 6 mois, avec 15 kilos en plus et 27 cm de tour de taille en plus. Alors, il n'y a pas photo. Je le vois bien dans la vie de tous les jours, ça a changé. Physiquement, ça a changé. Alors vous aussi, faites comme Stéphane. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Ou appelez le 0800 534 534. commej'aime.fr. Nous, les humains, ne sommes pas les animaux les mieux équipés. Pas de fourrure, pas de griffes, pas d'ailes. Et pourtant, nous avons survécu avec une règle simple. Ce n'est pas au monde de s'adapter à nous, mais à nous de nous adapter au monde. Nouveau Peugeot 3008 hybride rechargeable. Time to change. Can I show you this? Avec la box fibre de SFR Business, développez l'activité de votre entreprise et boostez votre business. Appelez le 10 30. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Eh bon, je connais un chef aussi sympa que lui. Le mec te fait un plat cadeau comme ça. T'as rien demandé. Ma sveglia, bambino. Aujourd'hui, avec un plat acheté, c'est un plat offert sur Uber Eats. Hein? Ah ouais. On peut en chercher là. Uber Eats, parle en bouffe. Mais combien ça va me coûter? Oula. Là, il y a du boulot là. Hein. Ah, il y a... Ouais. Et au niveau financement?
Quand même, hein. On peut aussi avoir des réponses claires. 7LM vous accompagne dans tous vos travaux de rénovation. En ce moment, à partir de 180 € par mois, profitez d'un prêt personnel de 10 000 € sur 60 mois. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur 7LM.fr. 7LM, plus responsable ensemble. Bientôt 14h30 sur BFM TV, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale. Nous continuons de suivre évidemment la traque de cet homme armé, réfugié dans un bois à la lisière du Lardin Saint-Lazare, c'est en Dordogne. Lors de l'intervention des gendarmes, l'homme considéré comme dangereux a ouvert le feu sur eux, détérioré plusieurs véhicules avant de prendre la fuite. Et c'est dans un périmètre, ce périmètre que vous voyez, 4 km² de forêt, que quelques 300 militaires, 306 gendarmes précisément, très équipés, tentent toujours d'interpeller cet ancien militaire. Évidemment, nous suivons cette chasse à l'homme avec nos journalistes sur place et nos spécialistes et invités en plateau. On voit notamment que cet homme n'a pas hésité à s'en prendre au véhicule de gendarmerie avec ce pneu crevé. Il a également tiré sur les vitres d'un des véhicules de la gendarmerie. On va rejoindre Thomas Herman qui est sur place pour BFM TV. Thomas, cette traque se poursuit donc pour rechercher cet homme qui est considéré comme extrêmement dangereux, lourdement armé. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez, Thomas ? Eh bien, on a un dispositif de recherche qui va se renforcer, notamment en moyens humains au sol. On a 306 gendarmes mobilisés. Alors, qui sont ces 306 personnes? Vous avez les gendarmes du département de la Dordogne, des gendarmes mobiles, le GIGN de l'antenne de Toulouse et le GIGN de l'antenne centrale. Pourquoi le GIGN est mobilisé? Eh bien, tout simplement que l'homme est lourdement armé et lorsqu'il y a une menace, c'est le GIGN qui se charge de l'intervention. Gendarmes qui sont mobilisés puisque l'intervention se passe dans une zone de la gendarmerie. Alors il y a un périmètre de recherche qui s'établit de 4 km², c'est à peu près 2 km de côté dans une zone qui est boisée, une zone accidentée, nous disait tout à l'heure le préfet. C'est là où sont concentrés les recherches. Il y a un dialogue qui s'établit depuis ce matin avec le fugitif qui est retranché dans la forêt et en parallèle, puisque ça se situe à proximité d'une commune, les habitants sont invités et ont l'obligation d'ailleurs de rester chez eux sur demande du préfet pour raison de sécurité, puisque je vous le disais, cet homme est lourdement armé, il pourrait avoir une arme avec une portée d'1,5 km. Recherches donc qui sont toujours en cours avec 306 gendarmes au sol, 4 hélicoptères. Il y a des relais de 2 hélicoptères qui s'effectuent pour avoir aussi des visions aériennes. Thomas Herman, avec Camille Fournier, restez avec nous. On va justement vous demander comment est-ce que ça se déroule également, puisque on le sait, ce sont des circonstances assez particulières qui ont déclenché tous ces faits. Rappelez-nous ce qu'il s'est passé cette nuit, peu après minuit. Oui, c'est ça. Cette nuit, peu après minuit, les gendarmes ont été alertés par la maire de la commune et le voisinage d'un ce qu'on peut appeler un trouble à l'ordre public, une altercation entre le fugitif qui est activement recherché ainsi que le compagnon de son ex-compagne. Il y a une altercation entre ces deux personnes. Les gendarmes arrivent sur place. L'homme qui est activement recherché fait face aux gendarmes. Il tire une première fois dans une vitre d'un camion de la gendarmerie. Il va ensuite crever les pneus d'un véhicule de gendarmes et c'est là alors qu'il prend la fuite. Il quitte la commune. Pendant qu'il prend la fuite, il va d'ailleurs faire joue avec son arme à certains habitants. C'est pour ça qu'il est décrit comme très menaçant. On rappelle que ce fugitif est connu des services de police pour violence, qu'il dispose d'un bracelet électronique, qu'il avait d'ailleurs interdiction de rencontrer son ex-compagne. On ne connaît pas encore les raisons de pourquoi est-il venu ce soir-là, en pleine nuit, aux alentours de minuit, rencontrer son ex-compagne. Savait-il que son nouveau compagnon était présent? En tout cas, les enfants de son ex-compagne étaient présents pendant l'altercation et c'est ça qui a déclenché la fuite de cet homme. Merci beaucoup Thomas Herman. On vous retrouvera bien sûr pour suivre l'évolution de la situation sur place avec nous en plateau, Dominique Rizet et Guillaume Fard. On entendait les détails donnés par Thomas sur le profil de cet homme, à la fois donc dans sa traque, mais aussi le fait qu'il ait fait de la prison, qu'il ait ce bracelet électronique, qu'il ait déjà commis des violences conjugales. C'est un profil bien particulier.
compliqué, on imagine, pour les gendarmes de faire face à ce genre de profil. Un homme violent, brutal, qui a déjà un passé judiciaire, il est sous bracelet électronique, qui n'a pas hésité à faire feu sur les gendarmes à de multiples reprises. Il a pris pour cible leurs véhicules, il a pris pour cible leurs hélicoptères, il a pris pour cible aussi les unités à pied, notamment celles du GIGN. Donc c'est un homme qui est déterminé, qui est dangereux. Une affaire qui en rappelle aussi d'autres, hein. Vous savez, ce début de mois de mai, dans la commune des Plantiers, dans le département du Gard, dans les Cévennes précisément, dans ce massif forestier, on avait un homme... au mois de décembre à Saint-Just. Valentin Marconne, exactement, et à Saint-Just, Frédéric Limol, là c'était dans la nuit du 22 au 23 décembre dernier, et à chaque fois des individus qui sont armés, qui sont dangereux, qui dans certains cas s'en prennent aux gendarmes. Frédéric Limol en avait tué 3 et blessé grièvement un 4e, vous vous en souvenez. Dans les Cévennes, Valentin Marconne n'avait pas tiré sur les gendarmes, mais il avait tout de même tué le patron de la scierie dans laquelle il travaillait, ainsi qu'un autre employé. Et là, aujourd'hui, un homme qui n'hésite pas à faire feu à nouveau sur les gendarmes. Donc des individus armés, qui sont parfois tireurs sportifs, parfois chasseurs, qui savent manier les armes dans tous les cas, qui parfois sont anciens militaires. L'individu recherché aujourd'hui en Dordogne a été dans les armées françaises, au sein des armées françaises entre 2011 et 2016. Frédéric Limol avait également été un temps militaire. Quant à Valentin Marconne dans les Cévennes, il avait tenté d'être militaire, mais il n'avait pas pu l'être en raison de problèmes de vue. Il voulait notamment être tireur de précision. Donc on a des profils qui présentent des similitudes. La plus grande similitude, c'est l'extrême dangerosité et le fait que le GIGN est engagé à chaque fois sur chacune de ces opérations. Et puis autre similitude, il y a aussi cette possession d'armes parfois lourdes, Dominique Rizet. Ici aussi, cet homme, il a plusieurs armes. Comment est-ce qu'on l'explique, cette possession d'armes, alors qu'il était inscrit, on le rappelle, au FINIADA, c'est le fichier national des personnes interdites d'acquisition de détention d'armes? Alors en principe, ces armes, il aurait dû les rendre à la gendarmerie, ou alors on aurait dû venir les chercher chez lui depuis son inscription au fichier, comme vous l'avez dit, Fanny, tout ça devrait être éclairci. Sur la détention d'armes en France, il y a 2 types d'armes qu'on a le droit de détenir en France, qu'un citoyen peut détenir, un civil, soit des armes de chasse, auquel cas il faut passer le permis de chasse. Une fois qu'on obtient son permis de chasse et qu'on a le document, on peut acheter une arme, aller dans une armurerie et acheter une arme de chasse. Les armes de chasse sont des armes longues, soit des fusils, soit des carabines. Il y a 2 types d'armes, il n'y en a pas 36. Le fusil tire du plomb, en se résumant. La carabine tire des balles. Un fusil peut exceptionnellement aussi tirer des balles, mais on va dire que le chasseur prend son fusil pour aller au petit gibier, sa carabine pour aller au gros gibier. Tout ça, ce sont des calibres que l'on peut avoir avec seulement le permis de chasse. Quand on achète des munitions, on présente également son permis de chasse et on vous vend des munitions pour toutes ces armes, soit le fusil, donc des cartouches avec du plomb, soit la carabine, des balles. Voilà. Ensuite, il y a les tireurs sportifs. Tireur sportif, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans un club de tir, de la Fédération française de tir, et donc qui va acheter, qui va d'abord s'inscrire 1 année, 2 années, pratiquer le tir de façon régulière, qui ensuite va avoir une attestation de son club qui atteste, qui dit qu'il fréquente bien le club, et puis qui va demander une arme. Et c'est la préfecture qui, après enquête, va accepter ou non que cette personne puisse avoir une autorisation de détention d'armes. Elle détient une arme à titre sportif. Donc, et là, on peut aller dans une armurerie, acheter non plus cette fois-ci une arme de chasse, mais acheter une arme qui peut être un pistolet, un revolver, qui tire du 9 mm, du 38, et acheter aussi des armes longues de tir, des AR-15 qui tirent... Tout ça, c'est autorisé même si on est inscrit au FINIADA? Ah non, non. Là, il faut être parfaitement propre. D'accord. Parfaitement propre, aucune parfaitement arme, lisse, parfaitement équilibré. Vous allez voir un médecin qui va dire que votre état de santé psychique est compatible avec l'achat, la détention, l'utilisation d'une arme comme celle-ci. Donc vous achetez de la même façon des munitions et vous pouvez acheter des armes de tir. Visiblement, c'est le type d'arme qu'il a aussi. Il a cette carabine 30-30 qui est une carabine de chasse, mais peut-être pas seulement. Il a peut-être aussi autre chose, visiblement, avec les étuis qui ont été retrouvés sur place. Mais on ne va pas trop en dire pour l'instant. Et vous devez, quand vous possédez ces armes, que ce soit vos armes de chasse ou vos armes de tir, attester de la possession d'un coffre. Donc vous achetez un coffre-fort qui doit être scellé dans le mur. Vous envoyez la facture d'achat du coffre à la préfecture
Et je vous assure, pour être un tireur sportif, que la préfecture, moi j'habite dans les Hauts-de-Seine, fait son boulot. On vous appelle, on vous rappelle, vous devez présenter les factures, on s'assure que vous possédez bien le coffre, et je vous assure que c'est pas quelque chose en l'air comme certains voudraient bien le laisser penser. C'est très réglementé, c'est compartimenté, et c'est vraiment un travail qui est suivi. Donc cet homme possédait au moins cette arme de chasse, cette carabine 30-30 Winchester, peut-être autre chose. Et si il est inscrit au FINADA, il était inscrit au FINADA parce qu'il s'est montré violent avec sa femme, qu'il a une condamnation judiciaire, qu'il a fait de la prison, eh bien, cette arme, normalement, il ne devrait plus l'avoir. Peut-être qu'il a rendu ses armes et qu'il avait celle-ci, qu'il détenait illégalement, parce que entre la légalité de ce que je viens de vous dire et l'illégalité, il y a un tas d'armes qui sont de l'autre côté, dans la face obscure, et qu'on ne voit arriver ou sortir que dans les banlieues ou que dans des affaires comme ça. Il est 14h38, la traque se poursuit en Dordogne pour tenter donc de retrouver ce forcené qui a tiré sur des gendarmes. Ça fait des dizaines d'heures de traque maintenant pour mettre donc la main sur cet homme au profil dangereux, violent, qui est lourdement armé. 306 gendarmes sont mobilisés, des hélicoptères, vous les voyez, 4 hélicoptères au total qui sont au-dessus de cette zone de 4 km². Nous sommes en direct avec Jean-Pierre Bouchard. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, criminologue. L'objectif numéro 1, on l'imagine, pour les gendarmes, c'est soit la reddition, soit d'intercepter vivant cet homme. Sur quoi est-ce qu'on va jouer? Sur l'usure mentale et physique là, de ce suspect? Oui, l'usure mentale et physique est très importante. D'abord, l'essentiel semble avoir été fait, c'est-à-dire qu'il est fixé, il est encerclé, et il n'est plus potentiellement dangereux pour d'autres personnes au-delà du périmètre de sécurité constitué par les forces de l'ordre. Ça, c'est déjà un premier point, ce qui fait que les gendarmes, maintenant, peuvent jouer la montre et le temps s'il le fallait. Après, il faut savoir qu'il y a plusieurs scénarios dans ce genre d'issue. Il y a le suicide, d'abord. Il n'est pas impossible que ce genre de personne puisse se suicider. Il y a le suicide par by cop, comme on dit couramment chez les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'il peut faire une sortie en tentant d'agresser les forces de l'ordre, et puis il espère que les forces de l'ordre vont le tuer en retour. Soit il y a la reddition, soit il y a aussi une sortie, mais en voulant tuer quelqu'un, et en l'occurrence les forces de l'ordre, soit il y a la meilleure des solutions, évidemment, celle que tout le monde espère, c'est-à-dire la reddition sans violence. Il se rend sans armes et sans esprit belliqueux, mais tout ça, ça dépend évidemment de son état mental, puisqu'il était évidemment très très motivé, sûrement par une histoire de conjugale à la clé, ou une relation conjugale ancienne, avec sûrement peut-être un problème de jalousie avec le nouveau concubin de son ex-partenaire. On voit bien qu'il y a quelque chose autour de ça qui a été extrêmement important pour déclencher donc ce phénomène qui aurait pu être criminel. Et puis on voit que c'est quelqu'un qui a la capacité de tirer, puisqu'il l'a fait sur les forces de l'ordre, d'enfreindre la loi. Il l'a fait régulièrement dans le passé. Il s'est montré dangereux à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui est jeune, qui est entraîné, qui est sportif, qui sait manier les armes, l'ancien militaire. Donc il a des critères de dangerosité pour l'instant, d'après ce qu'on connaît, extrêmement élevés. Alors, vous le disiez, hein, il y a plusieurs scénarios possibles, évidemment, mais pour éviter une issue fatale à cette traque, les négociations sont en cours depuis tôt ce matin. Elles n'ont pas l'air pour l'instant de porter vraiment leurs fruits. Qu'est-ce qui pourrait finalement le faire céder, cet individu? On se souvient que dans le cas des Cévennes, pour Valentin, eh bien, les messages de ses proches, de sa famille avaient contribué à sa reddition. Sur quoi on peut jouer dans le cadre de cet ancien militaire ici qui a l'air particulièrement déterminé? Oui, alors ce sont les mêmes facteurs, les facteurs qu'on va dire émotionnels, c'est-à-dire faire appel à la famille, aux gens qu'il aime bien, aux enfants éventuellement s'ils sont suffisamment âgés, ou du moins que ces enfants soient évoqués par les adultes. Évidemment, ce sont des facteurs qui peuvent le faire changer, mais encore il est en début de cavale, là, je dirais. Il n'y a que quelques heures que tout ça s'est passé. Il n'est pas certain que sa motivation ait encore beaucoup baissé. Par contre, elle peut s'effriter avec le temps. Et si le temps dure, il va rentrer dans les problèmes de peu dormir pour rester vigilant. Donc, il aura une dette de sommeil. S'il n'a pas suffisamment de nourriture et de boissons, c'est pareil, il peut s'affaiblir comme ça. Moi, je connais la région. Là, je suis en Périgord d'ailleurs actuellement.
c'est pas très loin de la scène en question. Et c'est pas du tout certain qu'il puisse s'approvisionner s'il a pris, même anneau, s'il n'a pas pris de réserve, évidemment. Donc, si ça dure, le temps jouera pour les forces de l'ordre et contre lui, évidemment, c'est toujours comme ça. Après, c'est la scène finale qui va être compliquée. Et on sait très bien que tout ce qui est à base d'assaut et de choses comme ça peut constituer un facteur de dangerosité supplémentaire parce qu'il peut riposter. Alors certes, à la fin, il sera pris, mais s'il riposte en faisant des dégâts, évidemment, ce sont des choses qu'il faut éviter. Mais le GIGN connaît parfaitement tous ces scénarios, y est entraîné et saura, n'en pas douter, les gérer. Vous restez avec nous, Jean-Pierre Bouchard, parce qu'on a évidemment encore beaucoup de questions à vous poser. La situation est compliquée pour les habitants de cette commune de Lardin-Saint-Lazare. On le rappelle, cette commune de 1700 habitants, donc en Dordogne. Ils sont confinés. Les mesures et les consignes sont très strictes de la part du préfet de la Dordogne. Il faut rester chez soi, surtout ne pas sortir. Situation qu'a du mal à vivre, notamment une infirmière de la commune. Écoutez. À 9h15, c'est une patiente, parce que je suis infirmière libérale sur la commune, qui m'a téléphoné pour me dire surtout ne prenez pas de risques. Il y a un forcené, ne venez pas. Après, venez vos collègues si c'est pas vous qui travaillez. C'est un peu angoissant parce qu'on sait qu'il est dans le périmètre, on sait qu'il est pas loin. Et donc on sait pas trop comment agir. Et c'est très angoissant. C'est une situation très très angoissante en espérant que ça va pas durer trop longtemps. Voilà, cette habitante de la commune qui se dit inquiète, évidemment. Ce sont 1700-1800 habitants qui sont mis sous cloche comme ça, le temps que cette traque se termine. Angie Loata, vous êtes sur place, près de cette zone de recherche où on voit que les gendarmes restent mobilisés, évidemment. Quel est le dispositif actuellement encore en place autour de vous ? Alors, Angie Loata, on répète, voilà, peut-être un petit problème d'écoute. Je le disais, vous êtes dans la zone de recherche actuellement. On voit les gendarmes mobilisés derrière vous. Et c'est donc tout un dispositif qui est mis en place. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Village, qui habitent à l'intérieur du village et qui ne savent même pas encore qu'il y a un forcené. Donc, Allez-y, Angie, allez-y. Alors on va reprendre. On va retrouver Angie Loata dans quelques instants sur place donc pour faire un point sur ce dispositif, sur ces recherches qui se poursuivent. On le disait, donc 306 gendarmes et plusieurs hélicoptères qui sont mobilisés, 4 hélicoptères au total. On rappelle que cet homme a tiré à plusieurs reprises sur les gendarmes, qu'il a également tiré sur un hélicoptère, Dominique. Ça aurait pu être extrêmement dangereux, les conséquences auraient pu être terribles. Tous les actes de cet homme depuis minuit sont insensés. Alors, si les premiers peuvent s'expliquer peut-être par la colère, par le chagrin, par la séparation, par un caractère peut-être bien trempé, les actes qui ont suivi débordent largement le cadre de la simple colère, voilà, puisqu'il s'agit de coups de feu sur des gendarmes, de coups de couteau dans les pneus d'une voiture de gendarmerie, de coups de feu pour tuer dans une voiture de gendarmerie avec une balle qui passe à travers la vitre, en plein milieu de la vitre de la fenêtre du conducteur. Il y a aussi visiblement un civil, mais on n'en sait pas plus. On aimerait entendre le procureur. J'imagine qu'un point presse va bientôt devra intervenir. Donc un civil qui a été blessé, on ne connaît pas dans quelles conditions. Il y a ensuite la fuite d'un homme armé. Il y a des coups de feu sur le premier périmètre de bouclage de cette forêt par la gendarmerie, donc coups de feu sur ces gendarmes qui sont tout autour de la forêt. Il y a ensuite des coups de feu sur l'hélicoptère, des coups de feu sur la voiture, l'une des voitures du GIGN, voiture blindée. Et effectivement, Benjamin, cet acte insensé de tirer sur un hélicoptère, et c'est un militaire. Donc qui montre qu'il s'est aussi très bien visé. Voilà, ouais, oui. Il a touché visiblement l'hélicoptère, il a touché visiblement la voiture du GIGN, donc il a des armes, il les utilise, il sait bien les utiliser, il a des munitions d'avance, visiblement, et donc, encore une fois, c'est un militaire qui sait ce qu'il fait, tirer sur un engin volant, tirer sur un hélicoptère, tirer sur un aéronef, voilà, je cherchais le mot, qui transporte
des gendarmes, 3 ou 4 gendarmes qui sont en observation, qui est plein de carburant, qui peut tout à fait, s'il touche le réservoir, exploser, qui peut très facilement avoir un incident technique, s'il touche un rotor, s'il touche une turbine, s'il touche un câble, une durite, et cet hélicoptère peut tomber sur une zone, on n'est pas très loin d'une ville, peut tomber sur une zone habitée. C'est effectivement insensé et ça montre aussi que cet homme est dans une démarche absurde et jusqu'au boutiste. On va reprendre la direction du Lardin Saint-Lazare avec vous, Angie Loata. Je crois qu'on a réglé le petit problème de liaison. Je l'espère. En tout cas, Angie, si vous m'entendez, faites le point avec nous sur ce dispositif qui est actuellement en place autour de vous. On a vu de nombreux gendarmes déployés. Évidemment, la traque se concentre sur ces 4 km de périmètre désormais plus restreint. Qu'est-ce qui est mis en place à l'heure actuelle ? Alors justement, il y a ces 4 kilomètres qui se concentrent notamment autour d'un massif situé juste à côté du village. Ici, on est à 2 kilomètres environ de l'entrée du village et les gendarmes ont bouclé effectivement le périmètre bien au-delà de cette zone de recherche où, vous le savez, il y a le GIGN qui opère et environ 200 gendarmes en tout et pour tout qui sont mobilisés. Pour revenir également sur la connaissance des gens, eh bien, il y a des gens qui ne savent même pas encore qu'il y a un forcené ici qui est recherché dans cette zone. On vient de voir une habitante du village qui a demandé aux gendarmes pourquoi la zone était bouclée. Ils ont dû lui réexpliquer la raison de ce dispositif assez exceptionnel, effectivement, puisqu'on est encore assez loin du village. Ici, il y a des hélicoptères, d'ailleurs on les entend parfois ici autour de nous, qui se situent juste au-dessus de ces massifs qui sont assez vallonnés, assez importants. Et il y a également beaucoup de végétation ici. C'est dire si le dispositif est important et si, de plus, eh bien, le travail des gendarmes semble être assez compliqué dans des conditions également de chaleur assez importantes. Merci beaucoup, Angie Loata. On va revenir bien sûr avec vous dans quelques instants pour suivre minute après minute l'évolution de cette situation. On rappelle ce tireur qui est dans une zone boisée, escarpée de moins de 4 km². Vous le voyez sur cette carte, vous l'avez aperçu, c'est au sud-ouest en fait de cette commune de Lardin Saint-Lazare et avec un important dispositif donc qui est en place, des hélicoptères, plus de 300 militaires qui sont mobilisés pour tenter de retrouver donc cet ancien militaire armé, dangereux, qui sort de prison, qui a été l'auteur de plusieurs violences conjugales. Situation qui est évidemment très, très évolutive. Comment est-ce que ça peut se terminer, Guillaume Fard? Au vu là, des éléments que l'on a, il y a peu de chances quand même qu'on arrive à une reddition de ça. Il y a que 3 hypothèses, et ce sont un peu toujours les mêmes. Le suicide, la reddition, la confrontation jusqu'à la mort. Vous n'avez que ces 3 hypothèses-là de travail quand vous êtes au GIGN et que vous êtes en charge, parce que c'est la mission qui vous a été confiée, d'interpeller cet homme. S'il se suicide, il faut simplement savoir qu'il s'est suicidé, donc il faut procéder à une levée de doute et ensuite vous approchez progressivement de son corps jusqu'à constater son décès. C'était le cas de Frédéric Limol, si vous vous en souvenez, à Saint-Just en Auvergne, dans la nuit du 22 au 23 décembre dernier. Il avait fini par se suicider. Les opérations de recherche avaient pris un certain temps, mais son corps avait été retrouvé. Ça, c'est la première hypothèse. L'autre hypothèse, c'est bien évidemment la reddition. C'est qu'à un moment donné, cet homme fatigué, épuisé, à court de munitions, qui change d'avis ou qui rentre en négociation avec les personnels du GIGN, décide tout simplement de se rendre. Ça a pu aussi arriver, c'était le cas de Valentin Marconne dans les Cévennes au début de ce mois de mai, au milieu de ce mois de mai. Il avait fini, là aussi, après plusieurs jours, épuisé, à court d'eau et de nourriture, par se rendre. La dernière hypothèse, c'est celle de la confrontation violente jusqu'à la mort de l'intéressé. Ça arrive également dans certaines affaires. Vous avez des personnes qui recherchent ce que les Américains appellent le suicide by cop, qu'on peut traduire facilement par la confrontation violente jusqu'à la mort, et donc que ils ne tentent une sorte de sortie d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils prennent l'initiative et ils chargent avec ces armes les gendarmes du GIGN qui à ce moment-là n'auraient pas d'autre option que de riposter en état de légitime défense et de le neutraliser. Et donc ce sont sur ces 3
trois hypothèses-là sont les trois hypothèses de travail du GIGN. Bien évidemment, l'hypothèse qui serait la plus favorable pour les militaires de la gendarmerie actuellement à l'œuvre, c'est celle de la reddition, puisque beaucoup de ces affaires d'abord se dénouent ainsi, et ensuite parce que leur mission première, c'est bien évidemment de respecter la vie des personnes qui peuvent être menacées dans les environs, la vie aussi d'éventuels otages ou des membres de la famille, mais aussi la vie de cette personne recherchée qui, bien évidemment, si elle peut être interpellée vivante, sera interpellée vivante. 14h53, merci Guillaume. Restez avec nous dans quelques instants. Évidemment, nous continuerons de suivre cette chasse à l'homme du côté du Lardin Saint-Lazare. C'est en Dordogne, cet individu qui est retranché en forêt, désormais dans un périmètre réduit à 4 km². À sa recherche, 306 militaires, 4 hélicoptères, une brigade cynophile, un dispositif important qui est déployé pour retrouver cet homme très déterminé qui a déjà tiré à plusieurs reprises sur des gendarmes. Restez avec nous, nous serons avec nos reporters sur place, nos invités, nos spécialistes en plateau. On se retrouve dans quelques petites minutes. À tout de suite. Pensez à tout sauf à l'encre. HP Instant Ink, votre encre livrée automatiquement avant d'être à court. Tout ce que Glastin peut faire pour votre véhicule. Plus de 70 centres en France. Rendez-vous sur glastin.com. Ça, c'est sûr. Être à son compte n'est pas de tout repos. Faire des pauses, ça arrive. Week-end libre, tout un concept. Stress, pépin, paperasse. Si seulement ça pouvait être plus facile parfois. Eh oui, la solution est là. SumUp, le lecteur de carte bancaire qui va vous simplifier la vie. Rendez-vous sur sumup.fr. Pourquoi entretenir votre piscine quand vous pourriez juste en profiter? Laissez plutôt Flipper s'en occuper. Flipper surveille la qualité de l'eau et vous guide pour une piscine impeccable. Flipper, l'assistant connecté pour piscine. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Mais combien ça va me coûter? Ah ben là, on est... Ouais. Quand même, hein. On peut aussi avoir des réponses claires. Avec le simulateur de C'est mon projet travaux, vérifiez votre éligibilité et simulez le montant de votre prime pour vos travaux de rénovation. Rendez-vous sur 7lm.fr ou appelez le 0800 200 100. 7lm, plus responsable ensemble. Moi, mon truc, c'est la couleur. Toutes les couleurs. Par contre, l'électricité, je la veux verte. Et surtout locale. Ça peut se faire? C'est prévu. Avec l'option Elec Vert Plus dans votre contrat, Engie vous fournit de l'électricité 100% verte et certifiée produite en France. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Juke, le crossover coupé équipé des technologies Nissan Connect. En ce moment, chez Nissan, aventurez-vous du côté obscur avec les séries limitées Micra et Juke Enigma. Rendez-vous sur nissan.fr. Grosse hésitation pour Chloé. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un ordinateur avec un indice de réparabilité plus élevé, donc plus facile à réparer? Soudain, elle repense à ses fous rires, ses réunions, son chat pendant ses réunions, et elle se dit que c'est quand même mieux de choisir un ordinateur plus simple à réparer. Cet indice est également présent sur les smartphones, les télévisions, les lave-linges à hublot et les tondeuses électriques. Plus l'indice est élevé, plus c'est facile à réparer. Et pour la planète aussi, mieux vaut réparer que racheter. Rendez-vous sur longuevieuxobjets.gouv.fr.
rising up to the challenge of our rival. J'ai plus d'essence. And he's watching us all in the C'est lui qui a besoin d'être rechargé. Jusqu'à 40% d'économie de carburant grâce à son moteur hybride. Nouveau Renault Captur E-Tech hybride à partir de 209 € par mois avec 4 ans d'entretien, garantie et assistance inclus. Commandez-le sur Renault.fr. Plus d'1 million de personnes font leurs achats en ligne avec un poulpe. Et oui, achetez sur vos sites préférés avec Poulpeo et faites-vous rembourser une partie de vos achats. Alors vous aussi, profitez du cashback grâce à Poulpeo. Inscrivez-vous gratuitement sur poulpeo.com. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Avec la box fibre de SFR Business, développez l'activité de votre entreprise et boostez votre business. Rendez-vous sur sfrbusiness.fr. Ce que j'ai mis sur ma peau, c'est le masque de... C'est un nom de mec, Horace. Voilà, c'est ça. Les gars, je peux y aller? Parce que je vous ai dit, j'ai un date dans 10 minutes et j'aimerais bien me rincer avant. Vous m'excuserez? Horace, soin naturel pour tous les hommes. Il est bientôt 15h, merci d'être avec nous sur BFM TV. Édition spéciale consacrée à cette traque engagée depuis plus d'une dizaine d'heures maintenant dans la commune du Lardin-Saint-Lazare en Dordogne. Plus de 300 militaires, 4 hélicoptères sont mobilisés pour retrouver un ancien militaire lourdement armé qui a tiré à plusieurs reprises sur des gendarmes et sur un hélicoptère. Le suspect est localisé dans une zone de 4 km² dans la forêt. Les habitants sont confinés chez eux. Nous suivons bien sûr l'évolution de cette situation avec toutes nos équipes sur place et nos invités. Dans cette équipe, Thomas et Armand, vous suivez la situation pour BFM TV depuis ce matin. Quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez à l'heure actuelle ? Eh bien, ce que l'on sait, c'est que 306 gendarmes sont mobilisés pour retrouver l'homme qui a pris la fuite depuis hier aux alentours de minuit. 306 gendarmes, puisque nous sommes dans une zone gendarmerie avec des équipes cynophiles au sol pour retrouver sa trace, mais également des gendarmes mobiles, des gendarmes du département, également le GIGN de l'antenne de Toulouse qui est mobilisé, ainsi que le GIGN central. Pourquoi le GIGN intervient? Tout simplement que l'homme retranché est lourdement armé et lorsqu'il y a une intervention de ce type, c'est le GIGN qui s'en charge. GIGN qui a d'ailleurs des contacts avec le fugitif depuis ce matin par téléphone portable. Écoutez d'ailleurs le préfet sur cette zone de recherche qui se concentre sur 4 km². C'est une zone qui est accidentée, qui est boisée, donc qui nécessite l'emploi de tous les moyens qui sont déployés, c'est-à-dire à la fois héliportés, à la fois terrestres et par des véhicules. Nous avons des renforts d'équipes cynophiles pour là encore multiplier nos chances de localiser encore plus précisément l'individu pour, je le répète, obtenir son interpellation dans les moyens les plus sécurisés possibles. Des zones de recherche donc concentrées sur un territoire de 4 km² dans la commune du Lardin-Saint-Lazare. Ces 306 gendarmes sont mobilisés avec un dispositif qui évolue au fur et à mesure des heures et qui se renforce. Des moyens aériens sont mobilisés, 4 hélicoptères au total, par rotation de 2 pour avoir des repères visuels au niveau de l'aérien. Thomas, on va rappeler ce qui, au départ, a déclenché les faits. Oui, ça s'est passé dans la nuit aux alentours de minuit, minuit et demi. Il y a eu une altercation devant le domicile de son ex-compagne, une altercation entre le fugitif et le nouveau compagnon de son ex-compagne. Les voisins alertent les gendarmes donc de cette situation puisqu'il y a
visiblement eu du bruit sur l'espace public. Et quand les gendarmes arrivent, le fugitif va s'en prendre aux gendarmes. Tout d'abord, à un véhicule, il y a une balle qui va être tirée sur la vitre d'un véhicule de la gendarmerie. Puis ensuite, il va prendre un couteau, une arme blanche donc, et il va crever les 2 pneus avant. Et c'est là où l'homme va prendre la fuite. Pendant sa fuite, dans le village de 1700 habitants, il va faire joue avec son arme sur certains habitants de la commune, et c'est alors là qu'il se retranche, peut-être dans ce périmètre de 4 km² où les gendarmes le recherchent activement, mais c'est cette altercation entre le conjoint de son ex-compagne et le fugitif qui ont provoqué sa fuite. Merci beaucoup pour ces dernières informations. Thomas Herman sur place avec Camille Fournier au Lardin Saint-Lazare en Dordogne. Évidemment, nous continuerons de suivre l'évolution de cette affaire avec vous en direct. En plateau avec nous, nous a rejoint David Corona. Bonjour, vous êtes ancien négociateur du GIGN, des hommes qui sont mobilisés fortement cet après-midi dans le cadre de cette traque. Également toujours avec nous Dominique Rizet, consultant police-justice BFM TV, et Guillaume Fard, consultant sécurité. On va écouter tout d'abord le général Ghislain Réty, commandant du GIGN, qui lui explique la complexité de cette situation, une situation qui est évolutive et qui complique la tâche dans cette traque. Écoutez. Alors, la situation est assez complexe puisqu'elle est évolutive. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est qu'on a un individu qui s'est, on va dire, retranché dans une zone plutôt boisée. Nous, notre priorité, ça a été d'évacuer la population pour être sûr maintenant il ne passe pas à l'acte sur d'autres personnes. Donc la zone qui est circonscrite est entièrement bouclée. On pense, une forte présomption, que l'individu est toujours dans cette zone. La particularité, c'est que l'individu est extrêmement déterminé. On sait qu'il a déjà fait usage de ses armes plusieurs fois, que c'est un ancien militaire, et donc il va chercher peut-être le suicide by cop, c'est-à-dire qu'il va chercher peut-être à se faire tirer dessus en lui-même, en tirant d'abord pour avoir une légitime défense par rapport aux gendarmes. On continue à suivre bien sûr donc l'évolution de la situation sur place. Ce tireur qui est dans cette zone boisée de 4 km². David Corona, le préfet disait tout à l'heure qu'il y avait eu un contact qui avait été établi avec ce suspect. Comment réussir à lui faire entendre raison, sachant qu'il n'hésite pas à tirer sur les gendarmes? Il y a plusieurs moyens de faire entendre raison à ce genre d'individu. Naturellement, ça va dépendre des éléments d'environnement qui auront été pris au préalable et de son profil. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être exploitées encore sur son environnement familial, sur son histoire, sur ses enfants. Il y a plusieurs leviers qui peuvent être utilisés. Des leviers psychologiques alors? Des leviers psychologiques, bien sûr. Après, il a un passé militaire aussi, donc les gendarmes qui sont sur place sont des forces spéciales du GIGN, ils sont militaires aussi. On peut utiliser plein de choses, on peut imaginer plein de choses. Alors, on le rappelle, Dominique Rizet, cet homme est actuellement armé. On ne sait pas exactement de combien d'armes il dispose, mais tout de même, il en a un certain nombre. Notamment, vous le disiez tout à l'heure, une carabine 30-30. C'est une arme dont il sait bien se servir. On a vu qu'il a visé avec ça, notamment, un hélicoptère. Ouais, on sait qu'il a au moins cette arme-là, une carabine Winchester 30-30. Il en a peut-être une autre aussi. Il a un couteau avec lequel il a crevé les pneus de la voiture de la gendarmerie. On a peut-être une indication dans le témoignage de Francine Bourra, qui est la mère du Lardin, qui nous racontait cette scène surréaliste ce matin. Toute la nuit, elle est le maire du village, donc toute la nuit, elle était auprès du préfet, enfin des autorités, pour assurer la sécurité de ses habitants et les rassurer aussi. Et elle dit au petit matin, je rentre chez moi ou je reviens vers la mairie et je vois j'ai vu l'homme qui traversait la route devant moi et qui allait dans une forêt. Elle a cette phrase, elle dit, je peux vous assurer, je l'ai croisé sur la route, qu'il courait très très vite et il avait un sac à dos. Donc, ça, c'est une donnée importante. Bien sûr, c'est une donnée importante. Qu'est-ce qu'il a dans son sac? Est-ce qu'il a des munitions? Est-ce qu'il a à manger? Est-ce qu'il a des batteries de recharge pour son téléphone portable? Est-ce qu'il avait prémédité? Est-ce qu'il avait prévu de faire ça? Ou est-ce qu'il part un peu n'importe comment? En tout cas, il a ce sac. Elle ne parle pas, ou en tout cas, elle l'a pas vu, ou elle n'a pas le réflexe d'avoir regardé d'une arme longue qui se remarque quand même, une arme de chasse. Il a bien, quelque part, cette carabine avec laquelle il a tiré sur l'hélicoptère et tiré sur les voitures blindées du GIGN et tiré sur la boucle de gendarmes qui sont autour de la forêt. Il est possible qu'il ait une autre arme, qu'il ait une deuxième arme. En tout cas, c'est quelqu'un qui est déterminé. Et quand vous parliez tout à l'heure des leviers pour communiquer avec lui, c'est vrai que lui, ancien militaire,
gendarme du GIGN. Il y a peut-être une communication, un espoir de pouvoir jouer sur cette fibre. On est des militaires, on est des frères d'armes, ou on a été des frères d'armes, on peut comprendre voilà. Et peut-être aussi faire intervenir un de ses proches, quelqu'un, en tout cas pas sa femme, bien évidemment, mais un père, une mère, un frère. Il est tout jeune, il a 23 ans. Il a 3 enfants. Les enfants, est-ce que, alors on ne sait pas quel âge ils ont, mais on peut faire intervenir les enfants, ça peut arriver, ce genre de choses? On peut utiliser ce qu'on explique être une tierce personne intermédiaire pour rentrer dans les négociations et venir délivrer un message fort. C'est d'ailleurs ce qui a été utilisé lors de la traque des Cévennes. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, effectivement. L'aspect ancien militaire, ça peut être à double tranchant. Effectivement, si cet individu a eu un passé militaire qu'il a bien vécu, qui a été intéressant et qu'il a quitté dans de bonnes conditions, ça peut être effectivement un levier intéressant pour les négociateurs du GIGN. Maintenant, si ça s'est mal terminé ou s'il y a eu des épisodes un peu plus malheureux dans son parcours de militaire, c'est pas forcément un avantage pour les négociateurs de venir le travailler là-dessus. Maintenant, dans ce que vous disiez sur le sac à dos, ça reste un militaire, donc... Et un militaire sait préparer un sac à dos pour tenir 24, 48, 72 heures sur le terrain. Il peut avoir des recharges pour son téléphone, il peut avoir des munitions, il peut avoir des vivres, il peut avoir de quoi dormir, il peut avoir plein de choses. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça ne tient que dans un sac à dos, comme l'a dit la mère qu'il a vu passer. Et sur l'arme, je reviendrai dessus, il peut très bien avoir scié le canon de sa 30-30 et ça passe plus inaperçu. Mais ça ne tient que dans un sac à dos, donc à un moment donné, ça va s'arrêter, quoi. Donc ce retranchement qui pourrait durer encore plusieurs heures, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'un important dispositif est mis en place à l'heure actuelle encore tout près de cette commune du Lardin-Saint-Lazare. Angie Loata, on vous retrouve. Vous êtes juste devant cette zone de recherche qui a été restreinte à 4 km² désormais. Qu'est-ce qui est mis en place justement pour parvenir à capturer ce fugitif ? Eh bien, il y a 3 lieux à vous raconter. D'abord ici, ce premier barrage, vous le voyez, constitué de plusieurs gendarmes. Il y en a 3 actuellement, il y en avait un petit peu plus précédemment. Ils disent à tous les habitants, et c'est intéressant d'ailleurs pour revenir également sur ce qui était dit en plateau à l'instant, pas d'indication temporelle. Les gens qui habitent au Lardin-Saint-Lazare et qui veulent y rentrer actuellement sont tout simplement bloqués à cet endroit-là, doivent faire demi-tour et on ne leur dit pas oui, vous pourrez rentrer ce soir ou autre chose. Non, il y a donc cette première zone avec un important dispositif, un important périmètre de sécurisation pour éviter que les gens rentrent à l'intérieur de cette zone. Il y a ensuite un deuxième endroit à vous raconter, c'est le Lardin-Saint-Lazare. Il y a eu plusieurs voitures qui ont quitté les lieux ce matin assez tôt, mais depuis, il n'y a pas de va-et-vient entre le village et l'extérieur du village. Et à l'intérieur de ce village, les gendarmes rappellent à chaque fois qu'ils croisent quelqu'un qu'il doit rester à la maison parce que c'est potentiellement dangereux et qu'on sait que cet homme est assez lourdement armé. Et puis la troisième zone à vous raconter, et là je peux par exemple me servir des bois, des vallées qui se trouvent juste autour de moi. Ici, il fait très chaud, c'est particulièrement boisé et l'on voit autour de nous effectivement cette zone des 4 km qui a été délimitée par la gendarmerie et dans laquelle le GIGN notamment opère, où l'on voit des hélicoptères qui circulent largement au-dessus de cette grande zone située donc juste ici à côté de là où nous nous trouvons avec Juliane Roland et où il y a effectivement donc les recherches qui se concentrent actuellement. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir d'habitation, ça a été précisé un peu plus tôt dans la journée par les autorités, mais effectivement, il faut être particulièrement prudent et se tenir au courant de la situation. Merci beaucoup Angie Loata avec Juliane Roland donc sur place pour suivre toujours bien sûr ce qui se passe, cette traque qui se poursuit. Un mot Dominique sur l'âge, un rectificatif. J'ai dit 23 ans, pardon, parce qu'on avait plusieurs versions. On a eu ce matin un homme d'une trentaine d'années. Ouais. La version maintenant, c'est 25 ans, c'est ce qu'a dit le préfet. Donc notre source, c'est le préfet, donc qui dit dans un sonore, on l'a entendu, que l'homme a 25 ans et qu'il a 3 enfants. On va rester prudent sur l'âge. En tout cas, ça reste quand même quelqu'un d'extrêmement jeune, enfin de plutôt jeune, qui s'est mis dans une situation compliquée, qui, s'il entendait raison maintenant et acceptait, si les négociateurs du RAID lui font entendre raison et qu'il accepte de se rendre, n'est pas dans une situation si grave que cela. Bien sûr, il a déclenché le GIGN, les recherches de la gendarmerie, il a blessé il risque quoi, un civil. Il ira devant une cour d'assises parce qu'il a attenté à la vie d'une personne dépositaire de l'autorité publique, il a tiré sur des gendarmes. Dieu merci, il ne les a même pas blessés. Il a blessé un civil, on ne sait pas encore dans quelles circonstances. Il ira devant une cour d'assises, c'est évident. S'il prend un bon avocat, si c'est quelqu'un qui a un contexte de vie particulier qui
qui est en grande souffrance parce que séparation, parce que impossible pour lui de supporter la séparation avec sa femme et qu'il a un bon avocat et qu'il sait faire profil bas et demander pardon, c'est quelqu'un qui risque 10 ans, qui va en faire 3, 4. Bien sûr, c'est de la prison. Mais au regard de la situation dans laquelle il s'est mis maintenant, tout est encore possible. Tout est encore possible. Il a tiré sur les gendarmes, il a tiré sur l'hélicoptère, il a tiré sur la voiture blindée des gendarmes. Là encore, il n'a touché personne. Si cet homme pose les armes, voilà, les gendarmes iront le chercher et ça va très bien se passer. Mais très bien. Est-ce que quand même des non, mais conséquences, je veux dire par là que les gendarmes du GIGN sont des soldats. On n'imagine pas même qu'il va recevoir une claque. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, évidemment. Je veux dire, c'est impossible. C'est impossible. Ça sera bon. Allez, ça va, c'est terminé. Suis-nous, viens avec nous. Ça se terminera comme ça. Et j'ai envie de dire, ça, c'est passé dans les Cévennes d'ailleurs. Bien sûr. Là, il est venu vers eux. Mais là, c'est le dénouement idéal, quoi. Et derrière ça, il y a une justice qui passera et qui saura entendre ce que cet homme a à dire. Jean-Pierre Bouchard, vous êtes toujours avec nous en direct. Hein, merci, psychologue, criminologue. Le profil de cet individu, un ancien militaire, mais aussi son passif, hein, puisqu'il a déjà, effectué des actes de violence intraconjugale. Il a été condamné à de la prison. Est-ce que ce profil complexe est assez finalement courant dans ce type d'affaires? Oui, ce sont des choses qui arrivent, c'est-à-dire qui parlent en fait d'un conflit ou du moins d'une grosse déception, on va dire, parce qu'on n'en connaît pas exactement les causes conjugales, avec une ex-compagne qui a un nouveau compagnon, donc tout ça exacerbe plein de passions, dont la jalousie, j'imagine, et sans peut-être penser aux conséquences qui vont suivre, il se met dans cette difficulté en voulant certainement les agresser ou peut-être agresser le compagnon. Et à partir de là, c'est l'engrenage classique qu'il y a derrière, avec la violence qui monte en puissance, avec les tentatives d'agression par arme à feu sur les forces de l'ordre, qui heureusement n'ont pas fait de mort. Et là, il y a une logique de jusqu'au boutisme, j'imagine. Ça arrive assez souvent, le jusqu'au boutisme comme ça, dans les premières heures notamment. Donc voilà ce que ça dit. Ça dit aussi qu'il est très en forme, qu'il est organisé, très organisé même, qu'il a une connaissance des armes. Ça, on ne cesse de le répéter, mais c'est un facteur majeur dans cette affaire. Et évidemment, à partir du moment où la gendarmerie maintenant l'a fixé, l'a localisé, l'a rendu en quelque sorte en l'encerclant non dangereux pour le reste de la population, la gendarmerie a le confort de pouvoir jouer les heures qui passent s'il fallait. Et ces heures qui vont passer, évidemment, se retourneront petit à petit contre le fugitif qui va s'affaiblir, mais il ne va pas s'affaiblir tout de suite parce qu'il est jeune, en forme, très motivé encore pour l'instant. Donc, les scénarios de sortie sont encore différents. Encore une fois, ils sont classiques. Hein, les hypothèses sont vraiment classiques et les gendarmes et le GIGN en particulier les connaissent toutes. Hein. C'est le suicide, d'une part. Le suicide par les gendarmes, c'est-à-dire il sort en voulant les agresser et en espérant qu'ils vont riposter et le tuer, parce qu'il sait que, selon lui, il aurait pu gâcher sa vie à tout jamais et donc il va en finir. Soit au contraire, il revient à un minimum de raison et là, il décide en quelque sorte de se rendre, il décide d'une reddition sans aucune violence, sans armes, et c'est bien sûr l'hypothèse que tout le monde espère et que va tenter d'obtenir le GIGN et la gendarmerie. Alors nous avons justement un ancien négociateur du GIGN en plateau avec nous, David Corona. C'est très intéressant de vous avoir pour bien comprendre la façon dont les choses se déroulent sur place. Ça fait plus d'une dizaine d'heures maintenant que cette traque a commencé pour retrouver ce forcené qui, on le rappelle, a tiré à de multiples reprises sur les gendarmes. Les heures passent, la nuit va arriver prochainement. Comment ça va se passer pour notamment les négociations avec cet homme quand la nuit va arriver? Est-ce que ce sera plus facile pour le GIGN de tenter de l'intercepter? Plus facile ou plus difficile, c'est l'événementiel qui va nous le dire. Ce qui se passe effectivement, c'est qu'à l'arrivée de la nuit, il va y avoir, comme c'est depuis le cas depuis hier soir, des relèves humaines. Et la négociation en effectue aussi. On sait d'expérience qu'il se passe quelque chose quand la nuit se tombe. C'est un truc un peu grégaire où même adulte, il y a quelque chose qui se passe psychologiquement.
on change un petit peu de mindset, on entend des bruits et puis on voit des choses qui ne sont pas là ou on y voit moins bien. Donc dans la psychologie, dans la psyché de la personne, ça change forcément des choses et donc les forces s'adaptent aussi. Après, il y a sûrement des moyens techniques de nuit qui sont engagés, qui ne sont pas engagés le jour et ça risque de changer le rythme ou de changer un petit peu la physionomie du dispositif sur place. Guillaume Fard, sur le profil de cet individu, on le disait, il est connu déjà pour des violences conjugales. Il avait l'interdiction de se rendre au domicile de son ex-compagne et pourtant il l'a fait. Comment est-ce que c'est possible ? Parce qu'il a tout simplement violé les obligations qui étaient les siennes. De la même façon qu'en l'état de nos informations, il n'avait pas à être armé et pour autant il l'était. Donc il y a quand même des infractions multiples dans son cas. Il aura à en répondre devant la justice s'il est interpellé vivant, mais pour l'heure, la priorité, c'est précisément de l'interpeller et de le présenter à la justice. Ça fait partie, de toute façon, ces débats-là, de débats que l'on a maintenant de façon assez récurrente, dans le cas des affaires de violence conjugale, depuis l'affaire Frédéric Limol, d'ailleurs, qui partait, qui était une affaire sur fond de violence conjugale, Gérald Darmanin avait déclaré que dans les départements, les préfets tenteraient, autant que faire se peut, de désarmer les conjoints violents. Et des affaires plus récentes, comme l'affaire de Mérignac, encore il y a quelques semaines, ont montré que malheureusement, on ne parvenait pas à désarmer toujours les conjoints violents et qu'ils parvenaient à faire usage de leurs armes à l'encontre de leur ex-compagne. Comment ça s'opère, ce désarmement, concrètement Dans les départements, quand les préfets ont connaissance d'antécédents ou de faits de violence conjugale, par exemple quand une femme va porter plainte, la logique maintenant veut qu'on réexamine la situation de détention d'armes des personnes. Par exemple, si elles sont titulaires d'un permis de chasse, si elles sont tireurs sportifs, et qu'on leur retire ces armes-là, c'est aussi bien évidemment une mesure de protection à l'endroit des femmes qui sont victimes de violences, parce que dans l'affaire de Mérignac, vous avez bien vu que malheureusement... Chahinès qui était morte brûlée vive en pleine rue. Après, elle est morte brûlée vive après que son ex-compagnon lui a tiré dessus avec une arme. Il y a eu d'ailleurs une double mission d'inspection qui a partiellement rendu ses conclusions et qui a mis à jour notamment le fait que à partir du moment où elle porte plainte, il n'y a pas de perquisition judiciaire au domicile du conjoint violent. Peut-être que ces perquisitions judiciaires, sait-on jamais, auraient permis de retrouver cette arme. Mais dans le cas aussi de Frédéric Limol à Saint-Just en Auvergne, on avait le cas d'un conjoint particulièrement violent, armé parce que tireur sportif. Il avait tué 3 gendarmes. Exactement, et blessé très grièvement un quatrième avec des armes qui étaient notamment des armes de guerre. Et donc se pose toujours la question du désarmement des conjoints violents. Alors a fortiori là d'un individu qui n'était pas autorisé à détenir des armes, qu'il en détient tout de même. Donc la question se pose bien évidemment de savoir dans quelle mesure il se les est procurées. Est-ce qu'il se les est procurées illégalement? Est-ce que c'était des armes qu'il avait précédemment ou préalablement, il les avait gardées ou dissimulées? Ça, les enquêteurs qui sont déjà au travail le déterminant. Oui, ces images en direct toujours donc de ces gendarmes qui sont disposés, plus de 300 militaires qui sont au total mobilisés sur cette opération, avec, on le rappelle, les consignes pour les habitants de rester chez eux, confinés. On va écouter justement l'un des habitants du Lardin Saint-Lazare, Nicolas, il s'appelle, et il a été réveillé en pleine nuit par des coups de feu. Écoutez. Moi, je me suis réveillé vers 3h du matin, où on a entendu des coups de feu ou des feux d'artifice. Au début, j'ai cru que c'était des feux d'artifice. A priori, il semble que c'est des coups de feu qui ont été échangés. Et depuis 5h du matin, l'hélicoptère tourne sur la commune. On a eu un message du préfet et puis la municipalité du Lardin qui disait qu'il ne fallait pas sortir. Il y a des voitures qui barricadent les entrées-sorties. Donc on ne sort pas, on respecte les consignes, tout simplement. C'est flippant parce qu'il peut sortir d'un bois, il peut sortir d'une cachette dans le lotissement. La commune de Lardin est donc c'est enclavé au milieu de petites collines, on va dire. Et c'est vrai que oui, il y a de quoi se cacher. Oui. Une petite commune dont les habitants, évidemment, sont sous le choc, confinés qu'ils sont en plus dans leur domicile depuis ce matin, sans trop savoir combien de temps ça va durer, puisque David Corona, vous le disiez, ça peut durer encore longtemps, même si, bon, vous le disiez, le sac dont il dispose est assez petit, même s'il a des vivres, ça ne va pas durer éternellement. Mais tout de même, comment est-ce que ça peut se dérouler? On sait que les négociations ont déjà commencé, qu'elles vont se relayer. Comment est-ce que ça se passe, une négociation concrètement, qui parle, à quelle distance, comment est-ce qu'on interagit avec la personne? Ça se fait à une distance de sécurité.
et à une distance dans laquelle on a la possibilité de rentrer en lien avec la personne. Si c'est à la voix, c'est à la voix. Parfois c'est par téléphone, parfois c'est par mégaphone. Ça dépendra des opportunités qui sont offertes aux négociateurs qui sont sur le terrain. Maintenant, il y a cette notion de risque et le calibre potentiellement qu'il a, l'arme ou les armes qu'il a, qui font qu'à un moment donné, on va privilégier une prise de contact à distance dans un premier temps, avant potentiellement de s'approcher, parce qu'une fois qu'on aura peut-être, je sais pas, la certitude qu'il a plus ses armes ou qu'on est en vis-à-vis, dans ce qu'on appelle une phase finale de reddition, il y a quand même cette idée de baroud d'honneur où on ne sait pas ce qu'il a sur lui, qui pourrait faire que ça génère un dernier risque. Alors ça, c'est des choses qu'on voit plutôt sur des profils terroristes où on se dit que jusqu'au dernier moment, il peut y avoir une ceinture ou quelque chose. Et d'ailleurs, quand je vois les images qui tournent avec les habitants qui sont confinés chez eux, ça me remet quelques années en arrière lors de la traque de Charlie Hebdo dans laquelle j'étais impliqué. J'avais l'impression d'être il y a 50 ou 60 ans. Ouais, on s'est retrouvés dans des villages du 77 avec un véhicule blindé en tête, casque et armes, à ouvrir les habitations des civils, des citoyens, à rentrer, fouiller des granges, et on s'est retrouvés pendant 48 heures, 72 heures à fouiller des commerces, des fourrières municipales, jusqu'à ce qu'à un moment donné on tombe dessus et qu'on en vienne à pouvoir gérer finalement cette affaire. David Corona, vous qui connaissez bien la psychologie de ces gens-là, vous avez parlé avec eux, vous avez essayé de... on a parlé du profil de cet homme-là. Vous la voyez comment, la suite de l'histoire ? En fait, là, ce qui se passe, c'est que ce profil, on le connaît. On a l'habitude de voir ça sur des retours d'expérience. Quand on en vient à appeler le GIGN, c'est pas juste de la violence intrafamiliale de base. Il y a quand même des armes derrière. Il y a un passif de quelqu'un qui connaît les armes. Il y a eu des actes qui ont été perpétrés là, qui sont violents et dangereux. Là, il y a une grosse coupure. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a cette phase un petit peu de recueil ou de raison, de démoralisation, où il peut se passer deux choses. Moi, je le vois plutôt, c'est le risque qu'évoquait le général Réti, qui commande le GIGN central à Satory et toutes les antennes. Le pire des risques, c'est le suicide by cop, c'est qu'ils viennent se jeter sur les forces de l'ordre avec un calibre qu'on ne connaît pas précisément et qui demanderait aux militaires qui l'entourent. Moi, je crains plutôt ça, effectivement. Après, ça dépend de la dominante de son profil. Là, on a encore assez peu d'éléments. Est-ce qu'il est vraiment à dominante paranoïaque ? Est-ce qu'il a un petit peu de dépression ? Ça, ce sont des pentes sur lesquelles les individus glissent quand ça se passe mal et qui sont sous stress. Alors, si effectivement, il a une dominante un petit peu dépressive, il va plutôt mettre fin à ses jours. S'il a une dominante paranoïaque, il va plutôt rentrer en confrontation avec les forces de l'ordre. Quand on lui parle, on le tutoie, on le vouvoie, qu'est-ce qu'on dit ? Alors souvent, quand on lui parle, on fait pas le choix au départ de le tutoyer ou de le vouvoyer. Quand ça répond, on voit comment c'est pris, et souvent, c'est l'individu qui imprime le rythme, qui donne le niveau de la relation aussi. Est-ce qu'on se tutoie? Est-ce qu'on se vouvoie? Alors souvent, c'est un flot d'insultes aussi. Alors on se met pas forcément à les insulter, mais on essaye de créer cette synchronisation, cette symbiose avec un individu qui a perdu la raison momentanément, pour essayer de le ramener à quelque chose de plus terre à terre, pour essayer de le faire sortir dans de bonnes conditions. Vous restez avec nous, messieurs. On va reparler bien sûr dans un instant de cette chasse à l'homme qui est engagée depuis de nombreuses heures maintenant, depuis cette nuit en Dordogne, pour interpeller un ancien militaire lourdement armé, recherché après avoir tiré sur des gendarmes appelés pour des violences familiales au Lardin Saint-Lazare. Un très très important dispositif est mobilisé. 306 militaires au total, 4 hélicoptères. On y revient bien sûr avec nos reporters sur place et nos invités en plateau. À tout de suite.